UBS a ouvert sa filiale gestion de fortune à Paris en 1999. C'était à l'époque une start-up de 40 personnes avec des moyens colossaux. Donc mon poste a été dès le début d'être ce qui s'appelait chez UBS responsable marketing et communication. Et moi j'ai essentiellement fait des RP, donc des relations publiques. Et je me suis essentiellement occupée de tout ce qui était événementiel pour la prospection et la fidélisation des clients. Une grosse partie de mon travail a été de nouer des partenariats avec des maisons de luxe pour faire ce qu'on appelle en marketing du cross-selling et du cross-branding. Donc, c'est-à-dire que vous associez une marque ou deux marques à un événement, puisque la clientèle a la même typologie. Ça permet de mutualiser les coûts et ça permet de démarcher les clients d'un partenaire et inversement, les clients du partenaire vous intéressent, vos clients les intéressent, puisque ce sont des gens qui ont le même patrimoine. Absolument pas. Moi, je n'avais jamais travaillé dans une banque de ma vie et la gestion de fortune, je crois que j'en avais pas entendu parler avant d'entendre parler d'UBS. C'est-à-dire que je ne savais pas qu'il y avait des produits spécifiques qui étaient proposés aux familles fortunées. Non, je ne connaissais pas du tout. Ah, pas du tout. Moi, j'avais un métier marketing et communication. Donc, comme j'arrivais du monde du football, où effectivement, j'avais un relationnel et un carnet d'adresses important. Avant, j'avais travaillé avec des chefs d'entreprise du Moyen-Orient, relativement fortunés aussi. Avant, j'avais travaillé pour le gouvernement américain. Enfin, j'avais fait beaucoup de choses. Donc non, moi, ça n'a pas du tout été un frein. J'ai une culture internationale, je parle plusieurs langues. Et en fait, c'est ce qu'il fallait chez UBS. Vous êtes très content de faire partie de ce monde, puisque la banque, il ne faut quand même pas oublier, UBS a toujours été la plus ancienne banque, la plus ancienne maison de gestion de fortune au monde. C'était la plus réputée, c'était la plus puissante. UBS est le premier employeur en Suisse. Il y a cette culture suisse à la fois du secret, à la fois de tout ce qui est lié à la gestion de fortune. Donc y travailler, c'est faire partir du Graal quelque part. Oh, mais des félicitations, ce qu'on appelle reward, des bouquets de fleurs, des petits mots voilà, de félicitations, de remerciements. Ça, c'est de la part de la hiérarchie. De la part des chargés d'affaires, c'est des remerciements qui disent ben, grâce à toi, j'ai pu ouvrir tel compte, ou grâce à toi, j'ai pu engendrer telle relation avec telle famille, merci beaucoup. Oui, moi j'ai été jusqu'en 2008, étonnamment, très bien noté. Alors, très clairement, à l'été 2007. Je commence à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, il y a cette affaire américaine, hein, donc, où UBS aux États-Unis risque sa licence parce qu'il y a ce fameux chargé d'affaires qui est allé voir les autorités américaines, Bradley Birkenfeld, pour lui expliquer que le métier d'UBS, c'est l'offshore, que son métier, c'est d'aider les riches américains à ne pas payer l'IRS, donc le Bercy, le fisc américain. Et comme moi, j'ai quand même une famille aux États-Unis, où j'ai travaillé aux États-Unis, où je lis tout en anglais, où je regarde que les médias anglo-saxons, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en même temps, en France, et dans tous les autres pays au monde, UBS, en interne en tout cas, joue la culture du silence. Et moi, on me convoque un lundi matin à 9 h chez Patrick Defayette, directeur général. Il m'annonce le lundi matin qu'en fait, ils ont décidé de restructurer mon département et qu'ils embauchent quelqu'un qui est un professionnel du marketing financier, ce que je ne suis pas. Puis moi, avec l'éducation que j'ai, de toujours respecter les autres, hein, en tout cas on m'a élevé comme ça, je me dis, bah, très bien, hein, c'est pas hiérarchique, va plutôt me tirer vers le haut. On m'explique aussi que ça allégera ma charge de travail, moi qui me plains tout le temps d'être complètement débordée, donc je me dis, tiens, les choses vont dans le bon sens. Et puis cette personne arrive, et alors là, à mon grand étonnement, moi qui m'entends bien avec tout le monde, je rentre chez moi et je me dis, mais le soir, je me dis, mais il y a un problème. Avec cette femme donc, qui est arrivée, il y a un véritable problème et je ne comprends pas où est le problème. Juin 2008, donc 6 mois après,
où donc il y a une perquisition dans le bureau du directeur général, chez Patrick Defayette, et où cette supérieure hiérarchique avec laquelle j'ai déjà des rapports comme ça, arrive comme une furie dans mon bureau pour me demander donc de détruire une partie de mes données sur mon disque dur. Donc toutes ces données qui étaient relatives aux clients reliés à des chargés d'affaires en France et ou en Suisse, notamment en Suisse, mais aussi au Luxembourg ou en Belgique. Je suis très inquiète par cette perquisition, donc non, 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 mais c'est parce que ma supérieure hiérarchique va venir dans les jours et les semaines qui viennent me demander si j'ai bien exécuté son ordre, avec une phrase qui est quand même très bizarre, qui est « étant donné les circonstances ». Mais étant donné quelles circonstances? Vous voyez, c'est-à-dire que vous n'avez pas la totalité de l'activité, du problème, Bon, on voit que c'est des instructions qui viennent du haut, mais des instructions qui restent orales. Donc non, et après elle va revenir aussi me demander de jeter ce que j'avais dans mon bureau, donc toutes les armoires d'archives, qui étaient quand même sensiblement la même chose que ce qu'il y avait dans mes fichiers. Tous les prétextes étaient bons pour me convoquer donc, dans ce bureau de cette supérieure hiérarchique, de dire que je ne faisais pas mon travail correctement, qu'elle partait le soir à 22 ou 23 heures à cause de moi, que je confondais le franc suisse et l'euro, tous les budgets que j'organisais, que les collègues dans mon bureau se plaignaient de moi, que je faisais beaucoup trop de bruit, que j'étais trop sur mon téléphone portable, que j'étais trop proche des clients. Tout y est passé, que je ne parlais pas assez bien anglais, alors que l'anglais c'est la langue avec laquelle j'ai élevé mes enfants. Dire tout était prétexte à reproche, à sanction éventuelle. Il y a un truc terrible, c'est de casser les rythmes. Moi, par exemple, j'étais toujours dehors et j'étais toujours en train de faire 1000 choses par jour. Du jour au lendemain, je suis restée enfermée à mon bureau, plus d'assistante, plus de stagiaire, derrière un ordinateur, à plus faire grand-chose. Vous voyez, on vous met dans des situations en permanence où vous devez gérer à la fois des angoisses, du stress, du questionnement, ce qui est bien, ce qui est mal. Vous ne savez plus si vous devez aller à droite, si vous devez aller à gauche. Vous n'avez plus de mails. Alors vous en recevez des milliers par jour, d'un seul coup, vous n'avez plus. Et puis après, vous avez une vague où vous recevez des tonnes de choses. Tout est fait pour vous déstabiliser. Et c'est ça surtout qui était très compliqué. Les banquiers français qui respectent la loi bancaire, le droit bancaire français, gagnent moins d'argent et leurs bonus sont inférieurs que ceux qui favorisent l'offshore. Donc ça, moi, j'ai mis aussi un moment à comprendre. C'est-à-dire que la méritocratie érigée en culture d'entreprise, ça s'est fait pour faire travailler les gens et qu'ils soient toujours au taquet, qu'ils soient toujours en retard dans leurs objectifs. Comme ça, ils sont concentrés sur leur mission, ils ne peuvent pas voir l'ensemble de la situation. Et là, vous vous dites, attendez, mais moi qui pense depuis 8 ans travailler chez un employeur qui effectivement est le plus réputé au monde, et la banque la plus puissante, et le plus gros employeur suisse, et celle pour laquelle, comme avait dit le président d'UBS qui m'avait recruté, nous sommes comme Rolls-Royce, personne n'entend jamais parler de nous, mais tout le monde nous connaît. Là, je réalise en fait que tout ça, c'est du mensonge. Parce que plus j'avançais dans mes découvertes, plus je voyais que tout ce à quoi j'avais cru ne reposait sur rien. C'était la communication, c'était du vent. Et tout ça, c'est parce qu'il y avait ce fameux mot secret bancaire qui permettait de cacher du grand public, du plus grand nombre, tout ce qui était le cœur de métier de la banque. Les banquiers m'ont tous dit, quand moi j'ai commencé à comprendre, hein, les banquiers avec lesquels j'ai discuté dans la banque m'ont tous dit, mais Stéphanie, toutes les banques ont fait ça, on est passé ailleurs, mais UBS est celle qui a industrialisé tous ces process. UBS est la machine de guerre sur ces process d'évasion fiscale. Et là, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, j'ai un ami juriste qui me fait prendre un avocat, et cet avocat me dit, allez raconter votre histoire à l'inspection du travail. Donc au début, l'inspection du travail m'écoute. Elle m'explique bien évidemment que ce que je découvre, donc je découvre que
les chargés d'affaires suisses sont interdits de prospecter sur le territoire français parce qu'ils n'ont pas de carte de démarchage. Donc en fait, moi je me rends compte à la fois que j'étais mise en risque par mon entreprise, qui s'est servi de moi parce que je n'avais jamais travaillé dans une banque de ma vie, que j'ai jamais eu de formation qui me dise que je ne dois pas travailler avec ces gens-là. Donc à la fois c'est un choc, c'est aussi de comprendre que le cœur de métier de la banque c'est l'offshore. Donc l'offshore, on a assez parlé depuis 8 ans d'évasion fiscale, de blanchiment de capitaux. Et là maintenant avec l'affaire Panama Papers, avec l'affaire LuxLeaks et d'autres affaires, vous voyez bien qu'on ne fait que parler de sociétés écrans, de trusts, dans des paradis fiscaux. C'est juste un véritable problème de conscience, c'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais à partir du moment où vous découvrez voilà, tout ce que je viens de vous raconter, la présence des Suisses qui n'est pas autorisée parce qu'ils ne peuvent pas vendre des produits offshore, donc avec la complicité d'UBS puisqu'ils étaient aussi dans les locaux pour recevoir donc, dans les bureaux de la banque leurs clients. Certains d'entre eux faisaient partie des équipes commerciales en France. Vous vous rendez compte que les liens, c'est un tricot qui était très très bien maillé de partout. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous taisez parce que vous vous taisez? Ou est-ce que vous vous dites mais il faut faire quelque chose parce que c'est juste inadmissible qu'une affaire comme celle-là ait lieu? Il y a 3 motifs pénaux et 3 motifs sociaux. Et les motifs pénaux sont donc le démarchage illicite des banquiers suisses sur le territoire français, l'évasion fiscale et le blanchiment de capitaux en bande organisée. Et j'avais découvert, grâce à des banquiers et grâce à l'auditeur interne de la banque, qu'il y avait une comptabilité parallèle chez UBS France, dénommée Carnet du lait, dans lesquels on écrivait, chaque desk, chaque bureau écrivait mensuellement les transactions de clients qui ne rentraient pas dans les comptes de la banque, dans la comptabilité officielle d'UBS France. Donc ça, ce sont les motifs de ma plainte déposée en 2009 auprès du procureur de la République. Le secret bancaire a d'ailleurs été mis en place pour l'intérêt de certains, et s'il a été mis en place, c'est bien pour cacher du plus grand nombre des informations d'intérêt général qui ne servait que l'intérêt d'un petit nombre qui jouait entre soi. Cet argent qui est parti, parce qu'on sait aujourd'hui avec l'affaire LuxLeaks qu'aucune multinationale, en tout cas 340 multinationales échappent à l'impôt de manière légale grâce au Luxembourg. Aujourd'hui avec Panama Papers, vous avez l'affaire SwissLeaks aussi. Vous savez tous, la classe moyenne et la société civile, c'est aujourd'hui qu'ils ont été pris en otage par les 1% qui sont les plus puissants, les plus riches, qui sont les lobbying les plus puissants. On sait aujourd'hui, grâce à des gens comme Éric Bocquet d'ailleurs, qu'il manque 1000 milliards à ce pays, que 60 à 80 milliards continuent à quitter le pays par an. Et on a l'impression de parler pour rien dire, puisque finalement le verrou de Bercy ne saute pas, puisque finalement le secret bancaire existe dans X paradis fiscaux encore aujourd'hui à l'heure où je vous parle, et que on a aussi l'impression que certains citoyens se sentent tellement déconnectés de tout ça, alors que tout est lié. Si la classe moyenne aujourd'hui paye autant et autant d'impôts, que ce soit les ménages, mais aussi les auto-entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les professions libérales, c'est bien que d'autres ne payent pas, et que nous, on était capable de dire, mais ce sont les plus riches, c'est-à-dire les multinationales, et les familles les plus fortunées qui échappent à l'impôt grâce à des mécanismes qui ne peuvent être offerts qu'à ces familles-là, puisque ça coûte tellement d'argent que personne de la classe moyenne peut s'offrir ces services. Mais c'est juste tellement choquant que cette année, là, 2016 et 2017, les Français paieront plus de 1000 milliards d'impôts. Jamais les Français n'ont payé autant d'impôts. Mais comment est-ce que c'est possible avec le contexte que nous vous décrivons depuis 8 ans ?
Mais comment est-ce que c'est juste possible dans une démocratie, à moins qu'on soit dans une démocratie qui n'en est juste le nom? C'est surtout une question d'honnêteté, d'intégrité, de valeur et d'envie de ce qu'on souhaite pour notre pays et pour tous les concitoyens que nous sommes. Éric Bocquet dit les lobbying financiers, bancaires, par an, c'est 120 millions d'euros à Bruxelles. L'évasion fiscale pour l'Europe par an, c'est 1000 milliards d'euros. C'est-à-dire c'est ce qui manque à la France. Et vous vous dites, mais il n'y en a pas un qui bouge, mais peut-être que eux, s'ils n'ont pas de solution, des gens comme moi, on en a. Peut-être que, ne serait-ce que tous nos députés européens, français et européens, à Bruxelles, devraient tous être soumis à l'impôt. Pourquoi est-ce qu'eux ne payent pas d'impôt? Ils nous disent à nous de nous serrer la ceinture, ils nous disent à nous que c'est tout à fait normal. Et il y a ce décalage de nos élus sont au-dessus des lois. Nos élus sont différents des citoyens. Et à Bruxelles, finalement, j'ai rencontré des parlementaires allemands, espagnols, portugais, grecs, avec lesquels je suis toujours en lien aujourd'hui et qui essayent à leur niveau de lutter contre l'évasion fiscale dans leur pays, puisque je leur ai expliqué que ce que UBS avait fait en France, l'avait fait en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal et partout ailleurs dans le monde. Et en fait, tout le monde m'a piégée. Mon entreprise m'a piégée en me mettant en risque à mon insu. L'inspection du travail me laisse à l'intérieur de la banque en disant bah, « Attendez, comme ça vous allez pouvoir être capable de comprendre toute l'ampleur du phénomène ». Alors que finalement, si j'étais partie tout de suite comme tout le monde, bah, j'aurais pu me reconstruire et j'aurais pu partir à faire autre chose. Et puis je sers aussi à Bercy. Et ça, on l'a assez entendu avec M. Sapin qui dit que j'ai aidé à recouvrer 38 000 comptes chez UBS Genève pour des ressortissants français à hauteur de 12 milliards d'euros, qui peut, lui non plus ne peut pas faire quoi que ce soit pour moi. Et là si vous voulez, ce sont des poupées russes. L'entreprise, l'inspection du travail, la justice, l'administration française et Bercy. Face à Stéphanie Gibaud, qui a obtempéré. Moi j'ai tout fait dans les règles du droit français, que ce soit le droit social, que ce soit le droit administratif, que ce soit le droit fiscal, le droit, tout ce que vous voulez. J'ai tout fait comme il fallait faire. Il est important de trouver des solutions. Les solutions, elles ne vont pas venir de ceux qui nous ont pris en otage et de ceux qui continuent à être dans cette culture du mensonge. Donc il faut proposer des choses. Donc moi j'essaye d'être proactive et en voyant notamment des jeunes étudiants, des gens en école de commerce, des lycéens, de leur dire écoutez, rien n'est perdu parce que vous avez un pouvoir. Le pouvoir, c'est qu'avant tout, avant d'être des citoyens aujourd'hui, vous êtes considérés comme un consommateur. Donc à chaque fois que vous dépensez 1 euro, à chaque fois que vous dépensez 10 euros, réfléchissez à la poche dans laquelle cet euro part. Si vous dépensez chez, alors j'aime pas citer des marques, mais elles sont de toute façon publiques dans l'affaire LuxLeaks, chez Amazon, chez Starbucks, chez McDonald's, chez Ikea, vous savez que ces multinationales-là ne payent pas d'impôts. Donc, comme ces multinationales ont aidé à prendre nos pays et les économies de nos pays en otage, favoriser le petit bistrot du coin plutôt que le Starbucks, favoriser le petit resto du coin plutôt que le McDonald's, favoriser d'aller acheter vos fruits et légumes dans votre région plutôt qu'aller au supermarché, puisque les patrons des supermarchés sont tous clients de nos banques de gestion de fortune. C'est-à-dire que vous êtes responsable, comme mon grand-père était un élu et que c'est quelqu'un d'honnête qui avait dévoué sa vie à l'intérêt général et que c'était un littéraire. J'avais juste cité Saint-Exupéry, être homme, c'est être responsable. Et en fait, c'est ça, c'est que tout le monde pense que la responsabilité vient du haut. Non, l'exemplarité devrait venir du haut. Là, pour le coup, on ne l'a pas. Nous, on a montré par nos actions qu'on était des gens exemplaires parce qu'on s'est complètement mis en travers d'un monstre, d'une pieuvre, de quelque chose qui est tellement structuré et tellement organisé que rien a priori pouvait aller contre, sauf qu'avec un Antoine Deltour par-ci, avec un Hervé Falciani par-là, avec un Rudolf Elmer, avec une Stéphanie Gibaud, eh bien, on arrive tous à finalement montrer à tout le monde que ce qu'on a dit, bien évidemment, était vrai, et que chacun peut, par une contribution individuelle, faire qu'on vive tous dans un monde un peu meilleur.
Moi, il est clair qu'avec ça, quand même, j'ai perdu une carrière, beaucoup d'argent, ma santé, mes amis sont partis, la famille, ça a été aussi très complexe à gérer parce que c'est des dommages collatéraux, notamment je pense à mes parents qui m'ont transmis toutes ces valeurs et dont la retraite est bien méritée et quand même emportée par cette histoire parce que ça leur fait très mal de voir la précarité dans laquelle moi j'étais amenée à vivre, etc. Et en même temps, c'est justement peut-être la meilleure des choses qui me soit arrivée, parce que si cette histoire n'était pas venue dans ma vie, j'aurais peut-être continué à croire qu'on vit dans un monde de bisounours et un monde où on croit ceux qui ont le pouvoir, alors le pouvoir financier, le pouvoir médiatique, le pouvoir politique. Donc ça a permis de prendre une conscience. Quelque part, il n'y a pas de... Vous voyez, de questions à se poser, si c'est à refaire ou pas à refaire. On ne peut pas avoir des remords ou des regrets d'être honnête. On ne peut pas avoir des remords ou des regrets d'avoir des valeurs, de les avoir transmis à ses enfants parce qu'on les a reçus, voilà, des générations supérieures. Tous ceux qui veulent en permanence nous discréditer, bien sûr qu'on a des défauts, nous sommes des hommes et des femmes, mais la problématique n'est pas là. La problématique est de voir les dysfonctionnements quand on parle de médicaments qui tuent, quand on parle d'une industrie agroalimentaire qui est pas bonne enfin, dont les produits sont pas bons pour les consommateurs, quand on parle de banques qui ont pris les économies en otage et chacun des citoyens en otage. Donc, focalisons-nous sur ce qui est important. En aucun cas, on est des délateurs comme on a bien voulu nous le faire dire. On est surtout des... c'est pour ça que moi, j'aime pas trop cette expression lanceur d'alerte. J'ai toujours dit qu'on était des témoins. Maintenant, il y a une expression qui est encore mieux, c'est 10 heures de vérité. C'est-à-dire que, pour le coup, nos personnalités sont nos personnalités, nos caractères, nos âges, nos religions, tout ce qu'on veut, mais avant tout, on a dit la vérité. Et en fait, on a été punis, et on continue même, pour certains, à être punis, parce qu'on s'est levé pour cette vérité, pour l'intérêt du plus grand nombre.